Bonjour à tous. Merci beaucoup de vous joindre à nous dans le webinaire Women in Tech Canada. En fait, je me présente. Mon nom, c'est Julie Watson. Je suis directrice du chapitre canadien de Women in Tech. Women in Tech, c'est une organisation globale présente dans à peu près 60 ou plus que 60 pays. Et puis, on a un Global Summit qui s'en vient au Japon prochainement. Et si vous voulez suivre notre organisation ou joindre notre organisation, vous pouvez le faire via notre plateforme en ligne. Donc, simplement aller à Women in Tech et puis trouver notre plateforme en ligne de cette façon-là. On a plusieurs événements à venir aussi qu'on va publier sur notre site web bientôt, mais assez sur Women in Tech Canada. Aujourd'hui, on va vraiment parler sur comment se lancer en tech. Vous êtes probablement, vous avez des idées, vous savez pas comment vous y prendre. Aujourd'hui, on va réviser tout ça ensemble avec des spécialistes. Donc, on a avec nous Émilie Roussy, Catherine Asselin et Nadia Ragbir qui vont nous présenter tout ce qu'on doit savoir avant de se partir en tech, puis c'est quoi les bonnes ressources à avoir aussi pour le faire. Donc, je vous passe le micro. Excellent, merci. Donc, bonjour et bienvenue, mesdames. Merci pour votre présence. C'est un immense plaisir pour nous de collaborer avec Women in Tech. Juste pour vous dire, car dans notre travail en finance, on a les mêmes enjeux que vous en termes de sous-représentation des femmes et notre but est de l'élever. Donc, merci tout d'abord à Julie Watson là, pour l'opportunité, directrice pour le Canada là, de Women in Tech, en plus d'être PDG de Ultimate Technographics qui a été fondé en 1989. Donc, comme Julie et comme plusieurs autres femmes qui sont déjà membres de Women in Tech, elles ont leur propre entreprise et on est là aujourd'hui pour vous initier un petit peu à ce sujet, vous donner des idées, vous diriger, vous aider aussi. Donc, on va couvrir certains points. Par contre, on vous invite à nous revenir pour quoi que ce soit parce que chaque situation est différente et chaque besoin mérite d'être abordé. Si tu me permets, Catherine, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux et celles qui ont des questions, vous pouvez utiliser le chat ou même la section des questions dans Zoom. On va avoir une période des questions à la fin de la présentation. Excellent. Est-ce que je loue, j'achète mon véhicule? C'est quoi les impacts de mon divorce? Je viens de recevoir un héritage important. Qu'est-ce que je fais avec? Jusqu'à des questions comme je souhaite grossir mes parts de marché. Est-ce que c'est avantageux pour moi d'acheter mon compétiteur? Donc, Émilie, je te laisse poursuivre. Merci beaucoup, Catherine. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Je veux vraiment prendre le temps de vous remercier parce qu'on sait que le temps est précieux. Par respect de votre temps, on va s'assurer de respecter aussi le délai de la conférence et de rentabiliser au maximum aussi l'information qu'on peut vous transmettre. Alors, pour continuer les propos de Catherine, pour vous parler de notre parcours, les deux, comme elle l'a mentionné, on est conseillère en gestion de patrimoine, planificatrice, mais on est aussi spécialisé en fiscalité. Donc, Catherine a mentionné qu'on était peu représentés, les femmes, et c'est vrai, dans notre domaine, on est peut-être 20% de femmes et très peu sont spécialisées en fiscalité. Ce qui fait que c'est une des façons pour Catherine et moi là, de se démarquer dans notre industrie. Le métier qu'on fait, on l'exerce vraiment avec passion. On y met vraiment tout notre cœur. Donc, comme plusieurs d'entre vous, on gère notre pratique de manière indépendante aussi. Donc, on a la chance d'être supporté par l'une des plus grandes firmes de valeurs mobilières au Canada et la principale au Québec. Donc, on est super fiers de ça. Notre mission au quotidien, c'est vraiment d'aider nos clients à réaliser leur projet de vie. On les accompagne dans les décisions importantes financières. On essaie de bâtir le plus possible avec eux leur richesse, à développer leur patrimoine et finalement le transmettre aux générations. C'est une démarche qui va bien au-delà de toutes les simples stratégies. Donc, en tant qu'entrepreneur, nous-mêmes, on comprend les défis auxquels vous pouvez rencontrer en tant que jeune femme entrepreneur et les opportunités aussi incroyables qui s'offrent à vous. Donc, on espère vraiment que ce webinaire va vous être super utile. Nadia, je t'invite à te présenter. Parfait, merci beaucoup, Émilie. Alors, mon nom est Nadia Ragbir. Je suis directrice de compte à la Banque nationale. Je suis à la banque depuis 2016 et j'ai toujours été en commercial. C'est quelque chose qui me passionne, les entreprises. Je fais affaire beaucoup avec les petites, moyennes entreprises, mais les entreprises sont en démarrage jusqu'à tant qu'ils sont en plus grande croissance, qu'on va discuter ensemble plus tard. Je suis très honorée aujourd'hui d'être avec vous, Women in Tech, parce que, fun fact, mon baccalauréat est Women Studies. Fait que j'adore tout ce qui est women entrepreneurs, femmes entraide et tout. Alors, je suis super contente d'être avec vous, puis on va discuter de belles choses ensemble. Merci. Excellent. Donc, merci les filles. Mais comme on l'a dit, on travaille pour la Banque nationale, qui est une des plus grandes banques en importance au Canada. Mais sachez que c'est la banque qui rapporte le meilleur taux de rendement pour les actionnaires. C'est aussi la principale
financière au Québec, on l'a mentionné, et on vient juste d'acquérir la Banque canadienne de l'Ouest. Nos valeurs au sein du groupe financier, c'est la complicité, l'agilité et le pouvoir d'agir. Émilie et moi, on travaille pour la filiale financière Banque nationale qui appartient à 100% là, à la banque depuis 1902. C'est l'une des plus grandes firmes de courtage en valeurs mobilières parce qu'elle détient 150 milliards sous gestion. Ce qu'on veut dire par firme de courtage en valeurs mobilières, c'est qu'on peut offrir tout produit d'investissement qui est disponible sur le marché, tant que ce soit des produits de la Banque nationale que ceux de d'autres firmes d'investissement. Notre but, c'est toujours d'aller chercher ce qui est le plus optimal pour vous sans qu'on ait d'obligation de favoriser certains produits. Finalement, en termes de satisfaction client, J.D. Power nous a donné la première place au Canada. Qu'est-ce que J.D. Power mesurait? C'était la confiance des investisseurs, la qualité des employés, produits et les services proposés, le rapport qualité-prix, la capacité à gérer le patrimoine, la résolution de problèmes et les canaux numériques. Donc, on est bien content d'avoir obtenu cette position-là, mais comme notre président Jonathan Durocher le mentionne souvent, on ne prend rien pour acquis puis on continue de s'améliorer. Donc, on va poursuivre. Donc, avant de commencer là, dans le vif du sujet pour le volet entrepreneurial, on voulait quand même faire un survol du secteur des technologies. Le dernier rapport canadien par rapport aux entreprises dans votre domaine technologique date de 2023. À ce moment, il y avait 48 700 entreprises dans le secteur des technologies de l'information et des communications. 92% d'entre elles se concentrent sur les logiciels et les services informatiques et 85% d'entre elles, c'est des petites entreprises avec moins de 10 employés. Il y a seulement 160 grandes entreprises, ce qui équivaut à moins de 1,5%. Parce que ces grandes entreprises-là ont plus de 500 employés. Donc, si le but, c'était de se partir en affaires avec une petite équipe, c'est exactement ce que la majorité des joueurs font dans votre industrie. Au niveau des opportunités, au cours des dernières années, là, il y a vraiment eu un solide rendement économique. Tous les services et certaines industries manufacturières, par exemple les composantes électroniques, ont surpassé le reste de l'économie canadienne. Donc, c'est très porteur pour vous. C'est un secteur qui n'a pas été trop perturbé par la pandémie. Il y a par contre eu un ralentissement là, qui semble dû au taux d'intérêt. Il y a eu une grande vague d'embauche pendant la pandémie là, qui était peut-être supérieure aux besoins. Il y a eu une baisse un petit peu de la demande parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui étaient préoccupées par le rendement économique, surtout depuis les élections de Donald Trump. Donc, ça retarde un petit peu leur décision d'investissement là, pour améliorer leur opération. Malgré ce ralentissement-là, on ne s'attend pas à une baisse importante des ventes. La croissance annuelle est quand même estimée à 6,9% jusqu'en 2027. Il ne faut pas négliger qu'il y a quand même certaines entreprises qui pourraient avoir plus de difficultés là, à vivre l'évolution de la demande, mais dans votre secteur, c'est toujours un enjeu qui peut être bénéfique parce que vous pouvez faire évoluer. Là. Donc, on va suivre le dossier là, dès que les entreprises vont commencer à adopter des nouvelles solutions technologiques, des nouveaux modèles de consommation. Ça va démontrer qu'il y a eu de l'investissement privé, public dans l'infrastructure numérique et ça va être des gains très positifs pour vous. Il va quand même rester des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, tensions géopolitiques, que ça a une incidence quand même là, sur l'achat de technologies en ce moment. Par contre, on sait bien qu'en 2025, là, il n'y a personne qui peut se passer de la technologie. C'est une priorité pour beaucoup d'entreprises. On le voit juste par les millions de nouvelles plateformes là, qui sont créées à chaque année. Parfait. On va poursuivre en fait avec qu'est-ce qui est important pour vous quand vous êtes sur le point d'acheter une entreprise. Donc, on va regarder ensemble, vous en tant qu'acheteur et nous en tant que créancier, c'est quoi les points sur lesquels on doit s'entendre. Donc, tout d'abord, on doit vérifier c'est quoi votre modèle d'affaires. Quand vous souhaitez partir votre entreprise, Nadia va pouvoir vraiment développer le tout avec vous. Mais ce qu'on veut regarder, c'est comment il se positionne dans le marché, est-ce qu'il se démarque, est-ce qu'il vient à la rescousse d'un surplus de demande, est-ce que c'est une franchise ou quelque chose de complètement unique. On va devoir aussi savoir c'est qui le conseil d'administration, c'est quoi l'expérience de chacun. On va vouloir voulez-vous mettre en place des mécanismes pour retenir vos employés clés dans le cas d'un achat? Avez-vous besoin de droits d'auteur, de brevets, d'entente particulière là, sur certains procédés? Est-ce que tout était bien enregistré? Est-ce que tout est à jour? Est-ce que vos opérations sont bien documentées? Est-ce que le marketing reflète bien la situation réelle? Est-ce que le contenant explique bien le contenu? Donc, c'est tous des points importants. Pour la diligence raisonnable, est-ce qu'on a bien investigué l'entreprise sous toutes ses coutures? Et finalement, les chiffres, est-ce qu'on a bien analysé qu'ils sont bien en règle et conformes?
Fait que ça, c'est un processus qui est super important. On va le passer avec vous. Donc, on a toute l'équipe d'experts là, pour regarder ça avec vous. Ça peut sembler un petit peu lourd, mais c'est quelque chose de super important parce que des fois, c'est à ce point-là qu'on va se rendre compte que finalement, l'entreprise qu'on souhaite acheter n'est pas du tout organisée. Fait qu'on va être content de le savoir là, avant d'embarquer dans le projet. Nadia, je vais te laisser poursuivre. Parfait. Alors, merci beaucoup. On va discuter rapidement ensemble du cycle de vie de l'entreprise. Alors, votre entreprise, vous allez commencer, elle va être en démarrage. Vous allez voir, on va parler aussi de avant le démarrage quand c'est une idée. Vous allez aussi avoir, dès qu'elle est en démarrage, vous commencez à avoir des idées, vous commencez à avoir votre plan d'affaires, vous avez incorporé votre entreprise ou enregistré votre entreprise, vous commencez tranquillement. Votre entreprise va devenir en croissance. Ça veut dire que vous êtes en train de monter. Vous allez peut-être pas changer de segment d'activité, mais vous allez vraiment avoir plus de fournisseurs, j'ai peut-être un peu votre segment de clientèle. Et là, vous allez être en pleine maturité. Quand vous êtes en pleine maturité, tout va bien. Puis là, on commence à penser un peu, c'est quoi les prochaines étapes? Notre entreprise est stable, tout va bien. Ça se peut qu'elle commence aussi à être en déclin. On va vouloir soit vendre notre entreprise, soit complètement changer. Qu'est-ce qui se passe après ça? Merci. Oui, désolé. Maintenant, j'espère que c'est assez grand pour vous, mais on va aller en détail. Super important pour une entreprise, c'est notre modèle d'affaires. Notre modèle d'affaires, je suggère fortement de le faire tout au début de votre entreprise, que vous avez la première idée ou le premier service que vous avez en tête pour démarrer votre entreprise. Et même au milieu, en pleine croissance, ou même une fois à chaque 2 ans, revoir son modèle d'affaires. Il y a peut-être des choses qui ont changé. Peut-être, comme je l'ai dit, c'est votre segment, votre valeur, ainsi de suite. On va les regarder en détail ensemble. Première chose, votre proposition valeur. C'est qu'est-ce qui détermine la valeur ajoutée de prendre vos produits, votre service? Pourquoi moi, en tant que cliente, je vais aller vers votre entreprise? On va se poser comme question, c'est quoi que vous apportez à votre client? C'est quoi les avantages de faire affaire avec votre entreprise? C'est quoi les caractéristiques de votre produit comparé à un autre? Après, on va regarder le marché. Qu'est-ce qu'on parle de marché? On parle de segment de marché. On parle soit de groupe d'individus. Ça peut être aussi un segment de marché comme le Canada, les États-Unis, qu'on veut faire affaire. Peut-être c'est un groupe d'âge de 20 à 30 ans. Se poser comme question pour notre segment, c'est quoi leurs besoins au segment qu'on essaye d'aller creuser? C'est quoi qui est important pour ces clients-là? Est-ce que c'est des clients, par exemple, véganes? Est-ce que c'est des clients qui sont très santé? On va aller regarder le profil de ce segment-là. L'autre chose qu'on va regarder aussi, c'est vos canaux. Comment vous, en tant qu'entrepreneur et votre entreprise, vous voulez communiquer avec vos différentes distributions et vos clients? On a nos points de vente. Ça va être quoi les points de vente que vous allez faire? Est-ce que tout va être en ligne? Est-ce que vous allez avoir des points de vente dans des supermarchés, des hôpitaux? La distribution, c'est une des questions qu'on va se poser. On va se poser aussi nos clients. Comment on va rejoindre nos clients? Est-ce que ça va être sur un site web? Est-ce que ça va être en personne? Est-ce que ça va être des événements? C'est des questions à se poser pour nos canaux. L'autre segment qu'on va regarder, c'est la relation client. On veut définir c'est quoi le type de relation qu'on veut avoir avec nos clients. Est-ce qu'on veut avoir une seule fois, notre client achète notre produit rare et ne revient plus? Est-ce qu'on veut fidéliser notre client, soit avec des abonnements ou peut-être des courriels? Est-ce qu'on veut faire peut-être des programmes que le client va s'abonner? Comment qu'on veut rejoindre nos clients et bâtir cette clientèle-là? Une des choses à regarder aussi. C'est quoi vos ressources clés? Est-ce que pour mon entreprise qu'elle fonctionne, moi, ma ressource clé, j'ai besoin de l'aluminium? Est-ce que c'est quelque chose que si je n'ai pas de l'aluminium, je ne peux pas produire ma technologie, c'est mon application de téléphone que je rentre dans le téléphone, par exemple? C'est quoi vos ressources clés? Et comment, vos ressources clés, si quelque chose arrive, on l'a vu présentement, par exemple, avec les métaux, qu'est-ce qui va arriver si, par exemple, je fais affaire aux États-Unis avec tout, vous savez, qui se passe présentement? C'est quoi ma ressource? Est-ce que j'ai une deuxième ressource? Si ma ressource, j'ai plus cette ressource-là, comment je vais pouvoir me procurer peut-être un alternatif à cette ressource-là? C'est des questions à se poser. Vos partenaires clés. Toute entreprise, et vous allez voir, nous sommes vos partenaires clés, Catherine, Émilie et moi, on va être dans vos partenaires clés, comptables, ainsi de suite, et on va en parler plus tard. Mais aussi,
vous, en tant qu'entrepreneur, c'est qui vos fournisseurs? C'est qui vous permet de continuer à faire faire avec vos activités? Vos partenaires clés, avez-vous un seul fournisseur pour vos métaux, par exemple? Si ce fournisseur-là fait faillite ou vend son entreprise, c'est plus la même qualité, qu'est-ce qui arrive? Alors, c'est très important de se poser comme question, est-ce que mon fournisseur est indispensable? Est-ce que j'ai une personne ressource après ceci? Regardez aussi mes partenaires. Si, par exemple, mon comptable, il commence à être âgé, je crois qu'il va prendre sa retraite. Est-ce que j'ai un autre comptable? Peut-être Catherine ou Émilie pourraient m'aider dans leur cercle de rencontrer un comptable ou un banquier. On va regarder aussi les revenus, très important. On pense aux revenus. Est-ce que les revenus qu'on rentre dans notre entreprise, c'est une seule façon? Ça veut dire que moi, je m'ai inventé un abonnement par Internet et là, c'est la seule façon de revenu qui va rentrer dans mon entreprise. Si cet revenu-là, il y a quelqu'un d'autre qui a le même abonnement que moi, dans un an, je perds mes clients, mais je n'ai plus d'autres revenus. Fait qu'on va se questionner comment on peut générer plusieurs revenus pour les produits et services qu'on offre. On va aussi regarder, il y a peut-être des revenus ou des façons, des canaux qu'on est en train de distribuer sont moins rentables. Fait qu'on va regarder ça et on va se questionner sur ceci. Une des dernières choses aussi, on va regarder nos coûts. Souvent, on oublie, en tant qu'entrepreneur, on voit le mot profit. J'ai fait cette année 1 million, wow, ça va bien, mais on ne regarde pas les coûts que ça a coûté à l'entreprise. Même si je fais 1 million cette année, si en fin de compte, avec toutes les déductions. On va parler maintenant du cycle de vie plus en profond de l'entreprise. La première étape, et ça me fait toujours rire comme je trouve ça un peu ténèbre comme mot, c'est la vallée de la mort, Valley of Death, qu'on parle. En tant qu'entrepreneur, on a une idée. Ce n'est pas tout à fait concret. On a une idée, on est dans la phase initiale, on pense à un service ou un produit qu'on aimerait ça créer. On est vraiment dans la vallée de la mort. Au niveau financement, on va soit mettre de l'argent personnel à l'intérieur. Ça se peut que ce soit des dons de famille, amis ou de proches. Il y a aussi du microfinancement qu'on va regarder. Dans l'autre stade, on est dans le stade développement. Qu'est-ce qu'on veut dire par développement? On est en train de produire notre idée ou notre service. On est en train de la concrétiser, mettre un site web, penser aux idées qu'on va mettre, en train de le mettre en roulement. Pour le financement de cette étape-là, on va être soit avec des anges investisseurs, des incubateurs que je vais vous expliquer tantôt, des subventions aussi avec le gouvernement ou autres que je vais vous expliquer aussi tantôt, et du crowdfunding. On va regarder ceci. Quand est-ce que c'est le temps de venir cogner à ta porte, Nadia? Maintenant, quand que oui, on a enregistré notre entreprise, on est prêt à démarrer, on a un peu notre base de clients, on est prêt à aller. Ça ne veut pas dire que vous avez fait de revenus. Vous pouvez même cogner à ma porte, mais au moins vous êtes enregistré. Vous êtes ready to go, comme on dit. Excusez l'anglicisme. En pleine croissance et en maturité, c'est là que on a incorporé, on est prêt à partir, pleine maturité, notre entreprise roule bien, on a nos fournisseurs, notre clientèle, notre segment. C'est là qu'on vient cogner à la porte à Nadia. Allô, j'aurais besoin d'un prêt ou d'une marge de crédit ou d'autres choses. Après ça, comme je l'avais mentionné, l'entreprise, après la pleine maturité, là, on va penser. Est-ce qu'on renouvelle notre entreprise? On change de secteur d'activité? On fait du changement? Ou est-ce qu'on commence à penser à vendre notre entreprise? C'est là qu'on va avoir des belles discussions, oui, avec Nadia, mais avec Émilie et Catherine aussi, on est dans l'étape de transférer notre entreprise. Parce qu'on ne s'occupe pas juste de l'entreprise, mais de l'entrepreneur derrière aussi. Merci. Que promis, je vous reviens un petit peu aux termes. Nadia, tu as utilisé des grands termes, crowdfunding, incubateur. C'est quoi ces affaires-là? Première chose qu'on va discuter, comme j'avais dit, dans la vallée de la mort, ça va être de l'argent personnel, amis, ainsi de suite. Mais on a parlé aussi de crowdfunding. Crowdfunding, c'est un financement participatif. Puis je vous explique un peu, puis en plus, j'ai une belle référence à vous faire sur ça, permettant à une personne ou l'entreprise de petites sommes, puis vous allez pouvoir aller chercher de l'argent en grand nombre par l'Internet. Un de nos partenaires, c'est Ulule. Puis je vais vous en parler un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la formation du crowdfunding, puis en plus, ils vous permettent de faire du crowdfunding. Les incubateurs. Je participe beaucoup avec les incubateurs. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup à la banque. Un incubateur ou un accélérateur, either or, qu'on va vous dire, ils vont vous aider pour une entreprise qui est en start-up. Ils vont vous accompagner. Ils vont vraiment créer avec vous le projet. Des fois, il y a du financement qui est à l'intérieur. Il y a des subventions, des fois, qu'on peut gagner aussi avec l'incubateur. Et il y en a plein. Il y en a des spécifiques aussi en technologie et pour les femmes aussi. L'autre chose qu'on va parler,
au début de nos entreprises, c'est le bootstrapping. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Ça a l'air un drôle de nom. Ça veut dire que l'entreprise va aller prendre, l'entrepreneur va aller prendre ses fonds personnels pour aller financer son entreprise. L'entreprise aussi, la première année, tous les profits qu'ils vont faire vont aller se refinancer par eux-mêmes. Ils ne vont jamais aller cogner la porte à quelqu'un d'autre ou essayer de trouver du financement extérieur. Faire attention, c'est là qu'on cogne la porte à Catherine et à Émilie, parce qu'on ne veut pas non plus que nos finances personnelles descendent au complet et qu'on soit sans logis, parce qu'on a tout mis dans nos entreprises. Ils vont pouvoir vous donner des super bons astuces. N'hésitez pas d'aller les voir par rapport à ceci. Une petite chose qu'on va parler aussi rapidement, c'est le coût de capital. Le coût de capital, encore une fois, c'est l'argent qu'on a mis ou emprunté, qui représente le coût en total de l'obtention du financement. On veut dire ici, on pense à combien ça nous a coûté. Fait quand on a mis, par exemple, d'aller chercher du financement, on a emprunté de notre famille ou des anges investisseurs, bien, il y a un coût à ça. Famille proche, des fois, non. Ils vont juste vous donner l'argent sans intérêt. Par contre, quand on s'en va dans des anges investisseurs ou des fois des choses, des investisseurs normales, bien, il va y avoir un coût. Ceci, ça peut être un pourcentage de l'entreprise, ça peut être aussi un coût d'intérêt. Il faut penser à ça. L'autre chose, c'est le coût des opérations que je vous ai parlé tantôt. On pense toujours à j'ai fait un profit, mon entreprise, mais on a différents coûts dans une entreprise. Ça peut être des loyers, des salaires, fournisseurs, combien ça nous coûte pour faire la création du produit ou service qu'on va vendre. Et il y a aussi tout l'aspect marketing, ainsi de suite, pour distribuer notre entreprise, qu'il faut prendre en considération et pas juste notre revenu. Dans les coûts fixes, ça va être souvent des coûts qui reviennent toujours les mêmes. Salaire se ressemble beaucoup, loyer se ressemble beaucoup. Par contre, les coûts variables, qu'un coût fixe devient un coût variable. Encore une fois, si on revient à notre situation actuelle, on sait que des matériaux qu'il y avait un coût assez stable, présentement, ont une grande augmenté. 5 des fois, c'est 50 dépendant de la semaine. Ce coût-là va devenir variable pour nos entrepreneurs. Il faut toujours faire attention entre ces deux-là. Merci. Petite erreur à éviter. J'ai parlé de anges investisseurs. C'est qui des anges investisseurs? Comme je l'ai dit, ça va être vraiment plus dans l'aspect développement de votre cycle de vie. C'est là qu'on va aller chercher des personnes que tout le monde est familier avec les dragons, je crois, en français, ou les dragons en français. C'est là qu'on va aller cogner aux portes pour soit un pourcentage ou un certain revenu qu'on a besoin pour faire notre projet. Ou soit on a déjà notre entreprise, mais on veut encore plus la mettre plus haute, aller chercher un autre segment, d'autres marchés. Les 3 Q. J'aime pas ça, mais qui, quand, quoi. Voilà. À qui qu'on va aller chercher? Cette personne-là, est-ce qu'on veut du financement de cette personne-là? Est-ce qu'on veut plus son savoir? Peut-être c'est son réseau à cette personne-là. Quand est-ce que c'est le bon moment d'approcher la personne? Ça ne veut pas dire qu'on le voit au restaurant en train de souper avec sa famille qu'on devrait aller donner notre pitch. Hey, je voulais toujours y parler. Bonjour Catherine, alors moi j'ai un beau projet. C'est peut-être pas le bon moment. Super important, vous avez une seule impression avec quelqu'un. Soyez sûr d'aller au bon moment. Aussi, vous n'êtes pas la personne comme un gros dollar sign, OK? Partenaire. On a beaucoup de partenaires qu'on aime et qui sont là pour nos entrepreneurs. On a la Banque nationale, on est là pour nos entrepreneurs. On a aussi d'autres entrepreneurs qui sont là pas juste pour du financement, mais de l'accompagnement. La BDC, un de nos partenaires clés, des services de financement, mais offre aussi des services de consultation, tels que la vente et marketing, stratégie d'affaires, technologie numérique, comment faire que votre entreprise soit plus avec l'intelligence artificielle. On a aussi un autre de nos partenaires, Ulule, que je vous ai parlé. Ils font de la formation en entrepreneuriat, en crowdfunding et aussi, ils font du crowdfunding. Fait qu'ils peuvent vous aider aussi pour l'aspect financement de cette façon. On a Evol. Evol, c'est ils offrent des financements. C'est un groupe, ils sont à 17 régions au Québec, par contre, et ils aident beaucoup, par exemple, des secteurs qui sont plus restrictifs ou qu'on a moins d'appétit de notre côté. Fait que c'est très, très, très intéressant. Ils vont vraiment vous faire un accompagnement complet. Alors, un plan d'action sur mesure, de l'accompagnement pour votre entreprise. Fait que c'est très intéressant avec eux. Du côté crédit subvention, on a avec le gouvernement du Canada et du
Québec, des subventions et aussi des crédits pour la recherche et développement. On a par exemple les impôts d'investissement, CII, pour les technologies propres. On a aussi des crédits relatifs à la science et développement expérimental, Research and Development. Fait que je suggère fortement d'aller vous regarder dans les sites web. Merci. Dernièrement, des incubateurs. On fait beaucoup affaire avec des incubateurs à la Banque nationale et c'est très, très, très intéressant. Tout dépendamment, vous êtes rendu où, que vous soyez en démarrage ou même en stade un petit peu plus développement, ou en stage idée pour votre entreprise, ils sont là vraiment pour vous aider. On a Santec, qui sont vraiment plus sur la technologie, Women's Founder Project, McGill, sur Entrepreneur, Investissement Québec. Chaque incubateur a une stratégie pour vous aider tout au long de votre développement d'entreprise. Ils ont des réseaux d'accompagnement. Ils vont vous accompagner dans vos projets. Ils vont vous aider aussi pour faire vos pitchs de vente qu'on appelle pour vos investisseurs d'ange. Ils vont aussi vous présenter à des investisseurs d'ange. Par exemple, McGill ont même un concours que vous pouvez gagner une subvention. Fait que c'est très, très, très intéressant d'aller regarder les divers. Merci. Je vais passer la balle, si je ne me trompe pas, à Émilie. Merci beaucoup, Nadia. Donc, voilà, je reviens sur le cycle de vie de l'entrepreneur que Nadia a mentionné un petit peu plus tôt. Donc, dans le secteur de la technologie, il va arriver un certain moment où vous allez avoir besoin de financement pour faire décoller un projet, pour prendre de l'expansion ou pour d'autres objectifs. Alors, vous aurez accès à soit des fonds d'investissement, des prix de l'accompagnement. Pour bien détailler chacune des situations, un fonds d'investissement communément appelé le fonds de capital risque. Vous avez certainement entendu parler de ça. Donc, fonds de capital risque, c'est une entité financière qui va venir investir dans une entreprise à fort potentiel. C'est une pratique courante dans votre domaine en technologie. Les sociétés vont prendre des participations dans l'entreprise en échange de capital. Puis, ils vont espérer que ces participations vont croître rapidement et qui vont générer un retour significatif sur l'investissement. Autrement dit, leur fonctionnement repose sur une approche spécifique de l'actionnariat. Faire appel à ces fonds, ça peut être vraiment stratégique et je vous explique pourquoi. Ils vont d'abord apporter des ressources financières, mais aussi des conseils stratégiques de par leur expérience et ils vont pouvoir vous aider à accéder à des partenariats ou encore des marchés. Donc, leur implication va bien au-delà du simple financement. Ils vont chercher à aider les entreprises à se développer de manière durable et réussie, donc pour générer un succès. Axelia, on l'a mentionné un peu tantôt, là, Axelia, la BDC, Evol, Innovia sont des exemples de fonds de capital risque qui vont investir dans et ils vont supporter là, les sociétés dans le secteur de la technologie. Chacun de ces fonds va avoir une approche unique. Donc, en fonction de vos besoins, vous allez devoir choisir ces fonds qui vont cadrer le plus avec vos valeurs à vous. Il y a aussi d'autres moyens d'aller chercher du capital, comme Nadia l'a mentionné un petit peu plus tôt, financement traditionnel, par exemple, comme les banques, comme nous, où on va financer des projets. On va travailler aussi beaucoup en collaboration avec la BDC ou Evol, qui eux aussi vont offrir des prêts et de l'accompagnement pour les sociétés en démarrage. Donc, en résumé, il existe une multitude de ressources financières. Il faut juste bien les comprendre pour votre développement. Merci, Catherine. Vous savez peut-être même mieux que moi, le domaine de la technologie, c'est très spécifique et niché. Donc, il n'y a pas autant de ventes d'entreprises comme on peut le voir dans d'autres secteurs, par exemple la construction. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus d'achats et de ventes, alors que le secteur de la technologie, on en voit moins. Alors, comment on fait pour bâtir son réseau, savoir à quelle porte cogner, à qui s'adresser. Donc, construire un réseau solide et de s'entourer des bonnes personnes dès le départ va être vraiment essentiel. Ça va vous permettre d'accéder à des ressources, à du soutien, avoir accès à des conseils et même des fois des opportunités. Women in Tech, c'est vraiment une excellente organisation qui va soutenir spécifiquement les femmes entrepreneurs dans le secteur de la technologie. Ça vous permet de rencontrer d'autres femmes qui partagent les mêmes défis et les mêmes ambitions que vous. Dès maintenant, vous pourriez voir là ou jeter un coup d'œil aux participantes et peut-être même vous connecter ensemble afin de discuter. Puis c'est peut-être même des femmes qui vont vous inspirer. Donc, vous pouvez le faire après le webinaire, être bien attentive à nous, mais c'est le genre de choses que vous allez pouvoir faire. Il y a aussi les soirées de réseautage qui vont être un excellent moyen de connecter avec des personnes qui vont œuvrer dans le même domaine que vous. Donc, le cadre étant un peu plus informel, vous allez pouvoir discuter, échanger des idées, demander d'avoir de l'information sur leur expérience et ce, en toute confiance. Ces soirées-là sont vraiment
idéal pour rencontrer d'autres femmes. Honnêtement, quand vous allez vous présenter à ces soirées-là, moi, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment d'avoir un objectif clair et un esprit ouvert pour aller à ces soirées, parce que vous voulez pas revenir puis avoir juste eu des discussions là un petit peu trop en surface. Vous voulez développer votre réseau, donc vous voulez connecter avec les bonnes personnes. Donc, d'avoir un objectif clair et un esprit ouvert dès le départ, ça va vous permettre d'en tirer le maximum de bénéfices. Il existe aussi plusieurs manières de vous y prendre. Il y a des choses que vous pouvez déjà dès maintenant. Donc, exemple, les associations vont annoncer leur événement de réseautage sur leur plateforme sociale. Donc, idéalement, suivez leur page et voyez des événements. Si vous savez pas comment ou pas, vous savez pas où vous allez pouvoir trouver ça, il y a des sites qui existent comme Eventbrite ou Meetup qui sont des excellents outils pour trouver des événements liés à des secteurs précis. Vous pouvez choisir de suivre des événements spécifiquement dédiés aux femmes entrepreneurs, aux startups, ou même des événements organisés par des institutions financières, par exemple. LinkedIn ou d'autres forums spécialisés comme ça, le fait de rejoindre des groupes de discussion vraiment va vous permettre aussi de découvrir des événements de réseautage, mais aussi des événements de réseautage qui sont recommandés par des professionnels qui vous inspirent. Donc, ça va être une excellente façon de développer votre réseau. Nadia, tantôt, elle parlait des incubateurs ou des accélérateurs. Eux aussi disposent d'un réseau super important, donc utilisez-les. Donc, moi, je vous invite à être curieuse et vraiment à poser des questions. L'accès à leur réseau est vraiment pas à négliger. Vous pouvez demander tout simplement aussi des recommandations à votre réseau. Là. Qui mieux de placer que des gens que vous avez décidé de suivre pour leur poser ces questions-là. Soyez pas gênés, faites-le. Je pense que c'est une bonne façon de le faire. En résumé, pour savoir où aller, il faut être proactif. Donc, vous devez bâtir votre réseau rapidement afin d'en tirer le maximum. Merci, Catherine. Je reprends le propos de ma collègue Catherine. Il existe une multitude d'opportunités dans le secteur technologie, de l'innovation, presque tous les secteurs de notre société. Que vous soyez intéressé par la cybersécurité, l'intelligence artificielle, blockchain, Internet des objets, chaque secteur technologique offre des possibilités uniques. Donc, plusieurs secteurs comme la fintech, la santé numérique, l'éducation en ligne, la technologie de l'environnement, l'agrotech, sont aussi en pleine expansion. La technologie est omniprésente et elle transforme les secteurs traditionnels. Puis là, on dit que les frontières entre les secteurs deviennent de plus en plus floues. Par exemple, la technologie financière, les fintech, qui va allier la finance et la technologie pour révolutionner la gestion de l'argent et les transactions. Il y a le healthcare, où on assiste à un essor de solutions qui combinent l'informatique et la santé, donc avec des innovations qui touchent les soins médicaux puis la gestion de données de santé bien plus en tant qu'entrepreneur, vous avez l'opportunité de travailler à l'intersection de plusieurs secteurs et de découvrir des opportunités où les différentes industries se croisent. Donc, on voit qu'il y a plein d'opportunités. Donc, je vous invite vraiment à explorer, à élargir vos horizons, à réfléchir à la manière dont vous pouvez apporter des solutions technologiques dans des secteurs L'innovation, finalement, n'a pas de frontières dans un domaine aussi dynamique et évolutif que le vôtre. Donc, il n'y a pas de place à la restriction. En étant curieuse et audacieuse, en surmontant votre peur, vous aventurer dans des territoires peut-être inexplorés, vous pourrez en tirer que du bon. Je pense sincèrement que les opportunités sont infinies, que vous avez la capacité d'innover dans n'importe quel secteur qui va vous passionner. Donc, il faut penser... Oh, je pense qu'on a perdu on a perdu la projection. Il faut pas penser que le chemin d'entrepreneur se fera sans obstacle. Vous serez confronté en tant qu'entrepreneur à différents défis, par la complexité de votre domaine et différents secteurs technologiques. Vous aurez des besoins spécifiques, contrairement à d'autres entrepreneurs. C'est pourquoi vous devez être bien entouré dès le départ et vous informer sur les différents services, accompagnements, produits que nous, les partenaires, on peut vous offrir. Maintenant, à chaque étape de votre parcours entrepreneurial, de nouveaux besoins vont apparaître. Dans la phase on a parlé tantôt du cycle de vie, dans la phase de démarrage, l'objectif est de trouver des financements, de construire votre réseau et valider votre marché. Mais ensuite, vous allez entrer dans la phase croissance pour objectif d'élargir votre marché, d'optimiser les ressources ou même augmenter les revenus. Donc, c'est à cette étape que la gestion de votre trésorerie va être essentielle. Tantôt, Nadia l'a mentionné, il est crucial d'être toujours en bonne position financière, ne serait-ce que si éventuellement vous voulez vendre, vous avez besoin de financement, il faut toujours être en bonne position financière. Donc, nous, on va être en mesure d'optimiser vos flux de liquidité pour vous aider à mieux planifier vos besoins court, moyen terme. La projection de vos actifs aussi sera également primordiale à cette phase. À la maturité, votre entreprise, elle, va se consolider.
vous serez probablement en bonne position financière. Et là, on va commencer à vous parler de gestion de flux de réorganisation corporative en intégrant une société de gestion à la structure actuelle. Dans votre structure, vous allez peut-être même entendre parler d'intégrer une fiducie. Donc, l'optimisation fiscale va devenir une priorité pour vous, ainsi que pour le conseiller qui va vous accompagner, le comptable ou le fiscaliste. La gestion des flux de trésorerie va marquer le début de l'investissement également. Donc, il va arriver à un certain moment que vous allez faire plus de revenus que vos dépenses et là, vous allez voir, ça va commencer à s'accumuler. Donc là, on va parler d'investissement. On va vous guider à faire les bons choix en matière d'investissement en fonction des besoins et des projets puis de l'évolution de votre situation. Puis toujours dans la phase de maturité, vous envisagerez peut-être une expansion à l'international et peut-être là, vous aurez à gérer des risques financiers. On est là pour vous accompagner dans cette partie-là puis de vous montrer comment ça fonctionne. Plusieurs nouveaux concepts vous seront présentés avec des termes parfois un peu complexes. Alors, soyez rassurés, notre expertise, c'est notre expertise. Nous, on va trouver les bons mots pour bien valoriser le tout et s'assurer de bien vous accompagner. Lorsque l'entreprise va atteindre sa stabilité, une phase de transition peut être nécessaire, notamment pour la succession ou la cessation de l'entreprise. Cette étape va être aussi soigneusement planifiée, elle doit l'être pour s'assurer une transition qui est réussie. C'est ce qui va déterminer le succès ou un échec, exemple de ça. Donc, on vous accompagne dans la transition pour en garantir la fluidité. Donc, en résumé, il est essentiel de venir nous voir dès le début de votre aventure. Malheureusement, on voit encore à ce jour des sociétés qui ne survivent pas en raison des mauvaises structures corporatives. Donc, on veut éviter ce scénario. Venez nous voir, on va vous protéger contre ces erreurs évitables, bien entendu. Merci. Donc, Catherine, si tu peux passer la slide suivante. Parfait. Oui, merci beaucoup. J'ai mentionné l'importance de développer votre réseau dès le début de votre projet. Mais il est aussi crucial de comprendre l'importance de travailler avec votre réseau solide de professionnels. Donc là, on parle vraiment des professionnels qui entourent l'entrepreneur. Dès le départ, vous devez vous entourer d'experts compétents et expérimentés. J'insiste sur le mot compétent. Donc, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt en entrée de jeu là, quand on s'était présenté, mais beaucoup de gens font notre métier. Comme Catherine l'a mentionné un peu plus tôt, peu sont des femmes et encore moins sont spécialisées en fiscalité. Ça peut être véritablement faire la différence entre la réussite et l'échec de votre projet. Chaque étape de votre parcours entrepreneurial, accompagnement spécifique est nécessaire. Il va vous permettre de prendre les bonnes décisions de façon éclairée et d'éviter ainsi là, des erreurs qui peuvent vous être coûteuses. Donc, au démarrage, il va être primordial de consulter un conseiller juridique pour choisir la structure juridique adaptée et établir des contrats solides. Donc, est-ce que je suis un travailleur autonome ou je vais favoriser l'incorporation, par exemple? Donc, c'est des questions que vous aurez à démystifier. Il est important de consulter le conseiller juridique. À ce stade, un expert fiscal va être également indispensable pour vous aider à optimiser votre structure financière dès le départ et qu'on va vous présenter les choix stratégiques qui s'offrent à vous. Donc, vous aurez à décider, mettons que vous choisissez l'incorporation, est-ce que je me verse un salaire ou un dividende? Ces décisions auront un impact majeur sur la rentabilité de votre entreprise. Une fois l'entreprise en phase de croissance, si vous avez toujours pas de comptable là, ou de conseiller, ben là, ça devient vraiment un incontournable. Vous aurez à gérer les flux de trésorerie, planifier vos investissements et s'assurer de la rentabilité à long terme de votre entreprise. À la phase de maturité, il vous sera nécessaire de penser à la succession, on l'a mentionné tantôt, ou à la vente de l'entreprise. Donc là, vous aurez besoin d'un avocat ou d'un conseiller financier spécialisé en succession d'entreprise pour discuter des aspects de retraite et de succession. En tout temps, avoir une équipe de partenaires fiables, avocats, comptables, experts financiers, conseillers en gestion de patrimoine, va vous permettre de vous concentrer sur la croissance de votre entreprise, c'est pourquoi vous êtes devenu entrepreneur, tout en étant accompagné par des décisions stratégiques. Donc, c'est nous qui va faire ce travail-là avec vous. Construire cette équipe dès le début est essentiel pour éviter des erreurs et des obstacles et structurer votre entreprise de manière solide et durable. Moi, c'est ce que j'appelle le Dream Team. Ça devient un véritable atout pour maximiser vos chances de succès et vous aider à surmonter des défis à chaque étape de votre parcours entrepreneurial. Pour ma part, tout comme Catherine, j'ai aussi ma propre équipe d'experts avec lesquels je travaille depuis plus de 15 ans.
Donc, choisir les intervenants individuellement peut être vraiment un casse-tête pour vous, hein. Des fois, on n'est pas nécessairement familier avec soit ces professionnels ou soit même avec le langage en soi. Venez nous voir. On a déjà notre équipe. Sinon, on va travailler en collaboration avec ceux qui sont déjà existants, ces professionnels-là, autour de vous. Mais l'important, c'est que tout le monde se parle. Si on parle tout le même langage, on s'assure de la réussite de l'entreprise. Donc, c'est beaucoup. Fait que ça va être très, très important. Donc, avant de conclure, Catherine, j'aimerais peut-être que tu nous parles là, des soins de santé. Donc, il y avait quelques petites précisions à ajouter. Donc, si tu peux bien prendre la parole pour préciser l'information, s'il vous plaît. Oui, parfait. Je vais juste ajouter, en fait, s'il y avait des gens sur l'appel de Women in Tech là, qui étaient plus dans les secteurs santé et secteur de l'ingénierie, là, je voulais juste vous dire, pour le volet entreprise, là, si c'est quelque chose que vous souhaitez démarrer une entreprise au niveau de la science ou de l'ingénierie, si vous êtes de Montréal, Toronto, Vancouver, juste pour votre information, c'est là où il y a la majorité des entreprises qui sont situées au Canada. Du côté des sciences de la vie, juste pour vous donner une idée, si vous souhaitez créer un médicament générique, par exemple, là, prouver qu'il est plus efficace qu'un médicament original, en termes de montant et d'années, juste pour vous donner un exemple, ça peut durer entre 2 à 3 ans avant de mettre le projet sur pied et nécessiter entre 3 et 10 millions en recherche et développement. Au niveau de la science, par exemple, qu'on se pense sur le pharmaceutique, il y a seulement 10 produits qui représentent 65% des ventes totales au Canada. Donc, par exemple, Ozempic en fait partie. Environ la moitié des ventes qui est réalisée au Canada, c'est par les 10 principales entreprises comme Johnson & Johnson et Merck. Donc, c'est un secteur qui est très contrôlé. Quand les entreprises font des découvertes, elles deviennent reconnues mondialement. Fait que c'est peut-être un secteur un petit peu plus dur à percer, mais reste qu'il n'y a rien d'impossible. Et si on se penche plus sur les instruments médicaux, dans ce secteur-là, il y a aucune grande entreprise. C'est toutes des petites entreprises qui se spécialisent dans le développement de technologies là, pour des marchés qui sont très ciblés. 30% des entreprises de fabrication, ils proviennent d'organismes de recherche. Où ils sont en phase de pré-commercialisation. C'est un secteur que le gouvernement du Canada aime beaucoup. On se démarque au Canada par la création là, de propriété intellectuelle et on occupe le premier rang des pays du G7 pour les essais cliniques. Fait qu'on est quand même une référence là, pour le secteur de la science, des sciences de la vie, par exemple. Pour le secteur de l'ingénierie, s'il y a des gens sur l'appel qui s'intéressent à démarrer leur entreprise là, dans ce secteur-là, les données canadiennes que j'ai trouvées dataient de la décennie, mais le secteur a quand même une croissance d'environ 10% par année, donc c'est très bien. C'est normalement des grandes entreprises, des grandes firmes là, qui occupent le secteur, surtout du pétrolier, le secteur des produits pétroliers et pétrochimiques. Par la suite, en termes de popularité, il y aurait la construction de bâtiments, le secteur minier et les projets de transport. Donc, l'ingénierie et la science de la vie, c'est très profitable. Ça contribue énormément au PIB, mais jamais autant que la technologie là, par rapport aux chiffres là, qu'on découvre. Voilà, fait qu'on voulait faire une petite parenthèse là, pour les gens sur l'appel en sciences et en ingénierie. Merci Catherine, c'est gentil. Donc finalement, en conclusion, il faut se rappeler qu'à chaque étape de votre parcours entrepreneurial, c'est une occasion d'apprendre, de grandir et de vous entourer de bonnes personnes. Donc, vous avez appris un peu sur le cycle de l'entrepreneur, comment ça se passe, hein? Je parle ma business, comment ça se passe quand que je suis en phase dès le départ. Ensuite, la maturité, croissance, et transmission. Donc, c'est super important de bien savoir où se situer dans le cycle d'entrepreneur. L'accompagnement, qu'il soit financier, juridique, stratégique, il va être essentiel pour maximiser les chances de succès et éviter les pièges courants. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de bâtir une équipe solide dès le départ qui va vous soutenir et qui va vous guider à chacune des étapes. Donc, vous êtes des entrepreneurs audacieux. Le monde a besoin de vos idées et de votre talent. Il ne faut pas avoir peur de rêver grand, de vous entourer des meilleurs et vous lancer en toute confiance. Enfin, on est là pour vous accompagner dans votre parcours, vous aider à concrétiser vos ambitions. Donc, merci vraiment à toutes pour votre attention et surtout, osez innover, osez réussir. Je vous souhaite tous un bel après-midi et merci beaucoup.